Chers amis, bonjour. Je suis contente de moi parce que je me suis fait une belle étagère pour cet hiver, pour ranger un peu ma maison. Bon, c'est très important de fabriquer des choses de ses mains pour l'équilibre psychologique de chacun. Ce matin, je vais vous parler du phénomène d'indépendance de façon globale. Moi, je comprends très bien que certains peuples ou certaines ethnies revendiquent leur indépendance par rapport à un pays dont ils sont dépendants. Et je trouve ça parfaitement légitime. Sauf qu'il importe, je crois, de ne pas oublier que selon le moment de l'histoire et selon le contexte, ça n'est pas toujours nécessairement la bonne formule. Voilà. Alors si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que je sais qu'on attend après moi au sujet du désir d'indépendance de ce qui se passe en Espagne, au sujet de la Catalogne. Alors moi j'avais déjà expliqué ça il y a quelques années, et je l'avais expliqué, je l'avais étayé surtout. Parce que si l'on observe, même pas uniquement sur le plan européen, mais sur le plan mondial, si l'on observe la carte des différents États, et que l'on superpose cette carte avec les paradis fiscaux, eh bien on réalise que les États les plus petits en superficie sont statistiquement, pas à 100%, mais statistiquement, disons à 70%, sont aussi les paradis fiscaux. Alors les paradis fiscaux, c'est une chose, mais là où il y a un vrai problème, c'est que si on superpose encore par-dessus les pays qui sont anormalement permissifs au sujet de l'intranet et des sites profondément toxiques, par lesquels transite tout ce qui est djihadisme, emprise sectaire, etc., etc., enfin ce qu'il y a vraiment de plus toxique pour tout le monde, eh bien c'est précisément dans ces pays-là aussi que ça se passe. Alors je sais, personne n'en parle, mais moi j'ai capté ça un jour. Enfin, plus exactement, j'avais une forte suspicion, il se trouve qu'il y a un journaliste qui avait fait l'expérience, et donc voilà. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est au sujet justement de la Catalogne. Parce que je comprends très bien leur posture, et c'est une question d'amour-propre, je comprends, sincèrement. Mais moi personnellement, je suis vraiment contre. Je le dis franchement, je suis vraiment contre, parce que je pense que c'est vraiment extrêmement dangereux pour eux. C'est, j'ose le dire, irresponsable. Parce qu'en Catalogne, comme partout ailleurs, en Europe ou dans le monde, la population, enfin dans tous les pays occidentalisés, on sait que les prévisions au niveau de la démographie vont faire que la population va vieillir de plus en plus. Alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que les indépendantistes envisagent l'avenir social de leur population dans une hypothèse d'autonomie. Moi, je pense que rien qu'à cause de ça, c'est vraiment un mauvais calcul. Maintenant, je reconnais que le gouvernement espagnol, d'ailleurs, je l'avais dit dans mon article à l'époque, il y a plusieurs années, je trouve légitime que sur le plan culturel, comment dire, ce désir d'autonomie qui, tout compte fait, ne serait pas satisfait, il ne peut pas se contenter de rester comme ça. Je veux dire par là que le gouvernement espagnol est en tort dans la mesure où les revendications qui ont été faites pour avoir un véritable statut autonome de région, pourquoi pas, ça n'a jamais été satisfait, quoi. Et à partir du moment où, comment dire, une région a une revendication d'ordre culturel et de pouvoir décisionnaire, et qu'on lui oppose systématiquement un refus sans vouloir comprendre, sans vouloir analyser, sans vouloir comprendre, oui c'est vraiment ça, entendre au sens comprendre, il est logique que les autonomistes persistent à rester autonomistes. Maintenant, eux ne voient pas, il y a certains dangers, je suis absolument persuadée, qu'il y a certains dangers que les autonomistes ne voient pas. Ça pour moi c'est une certitude. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui au niveau européen, il est extrêmement important d'avoir un Europol particulièrement fort. Eh bien je suis désolée, dans l'hypothèse d'une autonomie de la Catalogne, ça pourrait être vrai pour n'importe quel autre pays d'Europe, franchement au niveau du FBI européen et de la sécurité, chapeau, hein, parce que, comment dire, ne serait-ce qu'au niveau logistique, au niveau sécurité, au niveau logistique, ça coûterait un pognon absolument incroyable. Aujourd'hui, la gestion d'une ville, la gestion d'une région,
c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, et revendiquer une autonomie totale en tant que région, c'est ne pas voir ces dépenses-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment problématique. Voilà. Donc moi, je suis contre. Alors maintenant, j'ai vu aussi que, quand même, ces jours derniers, certains osaient faire un parallèle avec ce qui se passe au Turkestan iranien. Alors moi, au sujet du Turkestan iranien, j'avais pris position aussi parce que c'était quelque chose que on me l'avait, je sais pas si on me l'avait demandé ou pas, enfin je l'avais fait, bon, parce que je trouvais ça intéressant, interpellant. Je trouve que ces gens-là sont des gens tout à fait dignes et je comprends parfaitement leur posture. Le vrai problème vient du fait que le Turkestan iranien revendique son autonomie, lui seul, en tant que Turkestan iranien et uniquement iranien. Moi, ce que j'avais envisagé, ce que j'avais proposé, c'était de demander à l'ONU d'envisager la création d'un État kurde, mais qui prendrait à part égale dans les... Parce qu'il existe d'autres régions kurdes dans les autres pays limitrophes, justement. C'est pour ça que je m'étais permis ça. Je me suis rendu compte, en fait, que si l'on prenait un morceau de chacun des autres pays autour, ce peuple-là, qui est un peuple à part entière, était en droit de revendiquer, effectivement, une forme d'indépendance et la création d'un État. Et ça, j'en suis absolument persuadée. J'avais même prévu qu'on leur octroie une partie, une ouverture sur la mer. Vous voyez, donc j'avais bien cogité mon truc. On peut retrouver sur Internet, je pense sur mon site à l'époque. Ça remonte à plusieurs années. Et voilà. Alors, maintenant, je comprends très bien que beaucoup de gens sont inquiets, y compris en Iran d'ailleurs. Et je pense que la meilleure défense par rapport à ça, c'est de toute façon partout dans le monde, quel que soit le conflit, c'est de veiller à entretenir, à encourager et à entretenir la laïcité. C'est-à-dire que n'importe quelle forme de gouvernance qui soit, elle soit vraiment empreinte de laïcité. La laïcité ne veut pas dire la négation de la religion, ne veut pas dire la négation de l'islam. Surtout pas. Le principe même de la laïcité, on peut dire la laïcité à la française, la laïcité à la française induit et part du principe que la pratique religieuse fait partie de la liberté de culte et donc de la liberté d'expression et de la liberté de croyance, ce qui ne veut pas dire que le culte doit s'immiscer à l'intérieur du pouvoir. Au contraire. Mais par contre, il doit y avoir, dès le plus jeune âge, une approche philosophique du fait religieux. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire, chacun est libre d'adhérer à un culte ou de ne pas y adhérer, quel que soit le culte. Quel que soit le culte. Et c'est pareil pour l'islam. Moi, je ne rentre pas dans les considérations diverses des différents courants de l'islam, parce que d'une part, ça n'est pas ma compétence, et deuxièmement, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Par contre, l'approche philosophique du fait religieux, oui, alors ça, je trouve ça absolument passionnant. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet, j'espère qu'il va sortir un jour, que je dois compléter probablement, mais c'est extrêmement important d'apprendre dès le plus jeune âge que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Il ne faut quand même pas oublier que quelle que soit la religion, quand on adhère à un culte, il y a un panel de raisons pour lesquelles on adhère à un culte qui est quand même relativement large. Vous avez des gens qui adhèrent à un culte qui disent « je suis musulman » parce que c'est son identité culturelle, et alors qu'ils croient à la limite même pas spécialement en Dieu. Voilà. Alors il y avait hier soir notamment un film, je ne suis pas sûre, je crois que c'est un film, je ne sais plus de quel pays émane ce film, c'est La petite fille à la bicyclette. Alors je suis en partie, je crois, l'inspiratrice de ce film, parce que il se trouve que quand j'avais cet âge-là, je convoitais aussi un vélo particulièrement dans mon village, et je ne l'ai jamais eu, hein, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Mais toujours est-il que bon, voilà, c'est normal pour une petite fille d'avoir envie de faire du vélo, et voilà. Donc c'était sur le canal 24, après le film Le premier jour du restant de ma vie. Le premier jour du reste de ma vie, juste après. J'espère que je vais retrouver le... Enfin, je me souviens qu'à l'époque, j'avais poussé une gueulante en disant « c'est pas avec un film qu'on va m'amadouer, gna 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 », etc. Ce qui est vrai, hein, en soi. Mais bon, apparemment, ça évolue. Je veux dire, les pays arabes aujourd'hui sont dans un désir d'émancipation, et je pense que comme
ça m'amuse beaucoup d'utiliser cette expression quand je parle de l'islam, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans tous les pays arabes, vous avez les générations les plus jeunes qui souvent sont allées faire leurs études en Occident et qui ont un vrai désir de faire évoluer leur peuple à eux quand ils reviennent chez eux. Sauf que généralement, ce sont les vieux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, comme dans n'importe quel pays, comme dans n'importe quelle culture, il existe des conflits de génération aujourd'hui dans les pays arabes. Et donc, cette évolution va se faire. Mais mieux vaut qu'une évolution se fasse de façon progressive et moins traumatisante, plutôt qu'elle se fasse à grands coups à grands coups de bélier. Je suis bélier. Et qu'il y ait du sang versé, quoi. Donc moi je crois toujours à l'évolution, je crois toujours à la capacité d'un peuple d'aller vers une forme d'évolution. On vit dans un monde qui change effectivement, Internet joue un rôle extrêmement important et on peut très bien, je pense, se protéger de ce qu'il offre de plus toxique et jouir de ce que ça offre de plus positif. On peut aussi fermer les smartphones, fermer les ordinateurs et puis aller marcher dans la nature, hein, ça fait toujours du bien à tout le monde. Voilà. Alors tout ça pour dire qu'en fait le parallèle avec le Kurdistan, pour moi c'est pas justifié du tout, parce que la situation de la Catalogne aujourd'hui en Espagne n'a absolument rien à voir avec la situation du Kurdistan, d'autant plus que le Kurdistan justement a d'autres communautés kurdes dans les autres pays limitrophes qui aimeraient bien se joindre justement à cet embryon de velléité d'indépendance. Voilà. Donc oui, ce parallèle n'a pas lieu d'être. Mais moi personnellement, j'habiterais la Catalogne, j'aurais pas envie d'être indépendant personnellement. Parce que j'aurais pas du tout envie de voir les différentes mafias locales s'installer pour être maître à bord. Parce que c'est ça qui risque de se passer. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Voilà. C'est inquiétant pour eux, c'est inquiétant pour nous aussi. Hein, parce qu'on n'est pas loin. Voilà, bonne journée à tous.